Bonjour et bienvenue. Et si on regardait les échecs différemment? Pas juste comme un jeu de stratégie, mais comme quelque chose de beaucoup plus profond. Aujourd'hui, on va explorer l'échiquier comme un incroyable système de symboles. On va essayer de voir la philosophie qui se cache derrière chaque pièce, chaque mouvement. On va voir le jeu sous un angle complètement nouveau. Voilà, sur 64 cases, un monde entier peut apparaître. Cette phrase, elle dit tout, non? Elle capture parfaitement l'idée que sur une grille toute simple, eh bien, tout un univers de sens, de possibilités peut naître. C'est vraiment cette pensée qui va être notre fil conducteur. Allez, on commence par la base de la base, l'échiquier. Parce que, et c'est ça qui est intéressant, avant même qu'une seule pièce ait bougé, le plateau lui-même est déjà un monde. Un monde structuré, un espace qui pose les bases pour tout ce qui va suivre. D'abord, pourquoi un carré? Ce n'est pas un hasard, bien sûr. Le carré, ça symbolise la stabilité, l'équilibre. Pensez-y, 4 côtés, comme les 4 points cardinaux. C'est une représentation de l'ordre du monde. C'est en fait un cadre, une scène fixe, immuable, sur laquelle toute l'action va pouvoir se jouer. Et les cases alors? Noir, blanc, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça représente une idée super importante, la dualité. Mais attention, pas forcément le conflit. Pensez plutôt à des choses opposées, mais qui se complètent, comme le jour et la nuit. C'est de cette tension, de cette alternance, que va naître tout le dynamisme du jeu. Et ça nous amène à un paradoxe qui est vraiment central. Au début de la partie, tout est parfait, tout est symétrique, ordonné. Mais justement, cette perfection, elle bloque tout. Elle crée une immobilité totale. Rien ne peut bouger, c'est un monde figé en attente. Il faut ce premier coup, cette première rupture de l'ordre, pour que l'histoire puisse enfin commencer. Bon, on a le décor, maintenant passons aux acteurs, les pièces. Et là, on va aborder une idée qui peut paraître contre-intuitive. L'idée que le vrai pouvoir de chaque pièce ne vient pas de ce qu'elle peut faire, mais au contraire de ce qu'elle ne peut pas faire, de ses limites. Chaque pièce a sa propre contrainte, sa propre limite. La tour, elle est limitée à des directions droites. Le fou, lui, est carrément prisonnier de sa couleur de départ. Le cavalier a cette forme en L si particulière. Et le pion, il ne peut même pas reculer. Eh bien, c'est justement cette limite qui donne à chaque pièce son identité, son rôle unique. C'est l'idée que la puissance, en fait, naît de la contrainte. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de la tour et du fou. C'est parfait pour illustrer ça. D'un côté, on a la tour. Elle, c'est l'action directe, en ligne droite. De l'autre, on a le fou. Son mouvement est plus subtil, en diagonale, mais il est coincé sur sa couleur. Sa vision du monde est littéralement coupée en deux. On voit bien comment des limites différentes créent des manières d'être au monde complètement opposées. Ok, donc on a le décor, on a les personnages avec leurs limites. Il nous manque quoi? L'intrigue. Et l'intrigue du jeu d'échecs, c'est une histoire de transformation. Pour bien comprendre ça, on va se concentrer sur les 2 personnages les plus paradoxaux de l'échiquier, le roi et le pion. Et là, le paradoxe est énorme. On a le roi, la pièce la plus importante, celle sans qui tout s'écroule. Et pourtant, en termes de mouvement, c'est l'une des plus faibles. Son pouvoir n'est pas dans sa force, mais dans sa simple existence. Et à l'autre bout du spectre, on a le pion, la pièce la plus humble, mais qui cache en elle le plus grand potentiel de transformation de tout le jeu. C'est fou, non? Le voyage du pion, c'est une vraie petite histoire à lui tout seul. Au départ, il n'est qu'un soldat anonyme dans une ligne de défense. Puis il avance, un pas après l'autre. Surtout un mouvement irréversible. Il ne peut jamais reculer. Et si, à force de persévérance, il arrive tout au bout, bam, il se transforme. C'est un symbole magnifique de la façon dont les débuts les plus modestes peuvent mener à la plus grande des puissances. Cette citation sur le roi, elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel, la différence entre la puissance et la centralité. La valeur du roi, ce n'est pas ce qu'il fait, il ne fait pas grand-chose, mais ce qu'il est. Il est le centre de tout. C'est sa survie qui donne un sens à tous les autres mouvements. Il n'est pas le muscle, il est le cœur du système. Allez, pour finir, on va prendre un peu de hauteur. On a vu le plateau, les pièces, l'histoire, mais au final, quelle est la grande sagesse de l'échiquier? Qu'est-ce que tout ça nous dit? Pas seulement sur le jeu, mais peut-être sur des choses un peu plus grandes. Alors, voilà la question. Qu'est-ce qui fait la richesse de ce jeu? Pourquoi est-ce que ça fascine autant de monde depuis si longtemps? Ce n'est pas juste une question de stratégie, c'est plus profond que ça. La réponse, elle se trouve dans un équilibre vraiment subtil. Et la clé, la voici. C'est l'équilibre entre l'ordre et la liberté. C'est ça la magie des échecs. D'un côté, on a un ordre super strict, des règles qui ne changent jamais. Et de l'autre, à l'intérieur de ce cadre rigide, on a une liberté quasi infinie. Des possibilités de parties si nombreuses qu'on ne peut même pas les calculer.
C'est ce mariage parfait entre la contrainte et la créativité. D'ailleurs, chaque partie raconte une histoire qui suit ce cycle. Ça commence avec l'ouverture, l'ordre initial se brise, les forces se mettent en place, puis vient le milieu de partie, là c'est la tension maximale, une complexité folle, et enfin, la finale, tout se simplifie et chaque coup devient absolument décisif. On passe de l'ordre à une forme de chaos créatif pour revenir à une clarté redoutable. Et on va se quitter sur cette pensée, qui est peut-être la plus belle leçon de l'échiquier. Le plateau, lui, reste toujours le même, les règles ne changent pas. Et pourtant, les chemins sont toujours différents. Chaque partie est une nouvelle histoire. Comment un monde si fixe peut-il générer une infinité de nouveautés? C'est une belle question à méditer.